Bonjour à tous les trois. Le top est donné. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Du coup, je ne sais pas si je vais représenter tout le monde, comme ça vous aurez l'ensemble de l'équipe qui participe à ce groupe de travail sur la planification du déconfinement. Donc, il y a Mathilde Julievio qui est la collaboratrice du groupe à l'Assemblée sur la question des affaires sociales, travail et affaires sociales. Il y a avec qui je travaille Caroline Fiat, qui est commissaire aux affaires sociales, qui qui a repris son activité d'aide-soignante, donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas participer à l'audition, puisqu'elle a des horaires un peu décalés, mais on travaille ensemble, et donc sa collaboratrice qui vous a envoyé tous les messages et qui a organisé tous les messages, Sandrine Hirsch, est présente, ainsi que la mienne, Brune Seban, qui gère la technique, et Damien Maudet, qui fait partie de l'équipe du groupe aux affaires sociales. Voilà donc, vous avez eu la présentation générale. Donc là, on voulait se centrer sur la question des tests, médicaments et de la stratégie en fait pour parvenir à une production suffisante en fait de tous ces éléments qui sont cruciaux pour la mobilisation sanitaire et de comment est-ce qu'on peut s'en donner les moyens. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous présenter les uns les autres. Et de toute façon, il y avait une présentation donc, dans les mails. Ce que je vous propose, c'est que vous fassiez peut-être une intervention liminaire chacune de 10-15 minutes sur un peu votre champ d'expertise. Nous, on a quelques questions qu'on vous a envoyées et puis des points dans la discussion sur lesquels on pourra revenir. On a 1 heure et quart, 1 heure et demie en fonction de vous, vos disponibilités aussi, là, du coup, maintenant, jusqu'à, je pense, 17h15 la nuit. Et donc, je vous propose peut-être de commencer par donner la parole à Anne Gervais, qui est membre du collectif Interhôpitaux, et je pense que du coup, qui pourrait peut-être nous donner un aperçu de l'état général de la situation sanitaire et puis des manques, des besoins et de peut-être vos estimations de ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire face et pour surtout faire la prévention et préparer un déconfinement progressif en termes voilà, de capacité de soins matériels, etc. Donc à partir de vos retours de terrain, de votre expérience concrète aujourd'hui. Ok, juste pour replacer, je travaille à 2 endroits. Aujourd'hui, je suis à Louis-Maurier, dans un secteur qu'on va appeler non-Covid, puisque je suis en gastroentérologie, et à Bichat, en maladie infectieuse, où je m'occupe d'un secteur Covid. Donc, j'ai un peu une vision des deux. Okay. À mon sens, actuellement, l'hôpital s'est mobilisé de façon majeure dans l'épidémie et craint beaucoup il s'est mobilisé parce que les secteurs non-Covid ont apporté au secteur Covid surtout les moyens humains. L'expertise existe, mais elle est en train de se construire. Les médicaments, on les a à peu près eus avec des risques de rupture de stock quasi permanents. On a eu des problèmes et on continue à avoir de moyens de protection des personnels, qui soient paramédicaux ou médicaux. Et en fait, il est un peu illusoire de se dire, dans les secteurs Covid ou non Covid, parce que quand la patient vient nous voir, on ne sait pas à l'avance s'ils sont Covid ou non Covid. Je veux dire par là qu'il n'est pas du tout impossible qu'un... Ah, on m'entend mal, me dit-on. C'est embêtant. On m'entend mal. Je ne sais Il y a un pas. peu de fritage. Ah, c'est mieux là. Ouais, ça c'est un petit peu Là, mieux. c'est mieux. Oui. Je me rapproche de ma fenêtre. Je le fais sur mon portable. Je suis désolée. En fait, le problème, c'est que vous pouvez être soignant dans un secteur non Covid. Si vous n'avez pas les moyens de protection adéquats, vous pouvez
infecter par les soignants des patients. Donc, je pense qu'il faut penser la protection soignants et soignés de la même façon à l'hôpital. Et ça, on en manque, on continue à en manquer. On a des exemples de protection dans des sites hospitaliers où on a recours soit à des tentatives, parce que les directeurs se donnent beaucoup de mal, de trouver des moyens de protection type kimono de coiffeur à usage unique. Je ne sais pas si je suis audible. Quand vous allez chez le coiffeur, vous avez un petit tablier et on peut en avoir à usage unique. Et donc, dans certains sites hospitaliers, nos directeurs ont réussi à obtenir des kimonos de coiffeur. Ça vous donne une idée. Pire encore, il y a des endroits où c'est plutôt des sacs poubelles. Donc, il y a des problèmes de moyens de protection, des problèmes de médicaments avec des stocks, dont Pauline en parlera mieux que moi. Et quand on parle médicaments, on a maintenant des soucis pour la réanimation qui... je ne sais pas si mon truc a l'air bloqué. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Ça marche. En fait, ça va affecter les autres services. C'est-à-dire, on a des médicaments spécifiques à la réanimation, comme les curares, certains anesthésiques, mais d'autres, les sédatifs, les antalgiques, les antibiotiques, les anticoagulants, les corticoïdes, sont des médicaments d'emploi large hors secteur Covid, hors réanimation. Donc, c'est un souci global. Il faudra en parler avant le déconfinement. Parce que si on déconfine, on va avoir probablement à nouveau des recontaminations larges, besoin d'organiser les choses en ville. Et par conséquent, j'aborde un peu la deuxième partie, on va avoir besoin de fournir les collègues en ville et envisager comment on prend en charge les patients en dehors de l'hôpital, ce qui n'a pas été parfaitement bien pensé jusqu'à présent. Donc, des problèmes de protection de médicaments, de tests, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on dit qu'on atteint à peu près les 10 000 par jour en France, quand en Allemagne, ça serait plutôt 7 fois plus ou 8 fois plus. Donc, on a besoin de tester les gens pour savoir s'ils sont malades, de tester qu'on aura des bons tests anticorps, les patients et leur entourage pour savoir s'ils ont eu le Covid, et les soignants, savoir s'ils ont eu le Covid. Donc ça devrait être très large. Et ça, les tests, on en manque aussi. Et puis, il y a le quatrième point, à mon sens, en plus de la protection des tests et des médicaments, c'est l'humain. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a pris des moyens humains pour aller au secours des secteurs Covid. Comment on fait au moment où on déconfine, et ça, ce n'était pas dit dans votre listing des questions, pour qu'à la réouverture des services, on puisse à la fois continuer à accueillir des patients Covid qui ont besoin c'est une telle charge en soins, une telle protection, on fait tellement attention qu'on a besoin de plus de personnel. On était déjà en déficit. Là, on a absolument besoin d'être au niveau d'un ratio personnel optimal. Sinon, on prend mal en charge les gens. On a besoin en même temps d'ouvrir les secteurs non Covid de façon plus large, qui se sont réduits. Donc, je pense que ce problème du moyen humain doit être traité. Il y a les points, à mon avis, cruciaux, c'est évidemment tout ce qui est matériel, tests, médicaments, protection, pas que à l'hôpital, mais aussi en ville. Comment on en fait bénéficier tout le monde en ville, avec un accès large aussi bien pour les soignants que pour les soignés. La protection doit concerner la population générale et il faut sortir de l'idée vous mettez mal les masques. Non, il y a un moment, si les Japonais sont capables de mettre des masques ou les Coréens, les Français doivent être capables de mettre des masques. Il faut leur expliquer. Donc, il y a un problème matériel et il y a un problème humain sur lequel il faut insister parce que c'est les humains qui soignent, qui protègent, qui vont dépister, qui vont peut-être isoler,
Il y a un cinquième problème qui est le logement, comment on fait après pour les patients. Et ces humains-là, en gros, c'est ceux qui font qui savent. C'est un peu une règle. Et on s'en est rendu compte à l'hôpital. C'est que dans une crise, les hospitaliers ont été capables de s'adapter de façon fabuleuse, avec des députés qui redevenaient aides-soignantes, avec des médecins qui se mettaient à faire de la gastro, mais du Covid, etc. Et avec une organisation face à l'inconnu qui est pensée au jour le jour et adaptable. Et pour la première fois depuis très longtemps, on avait l'impression que tout le monde poussait dans la même direction, y compris les administratifs, qui venaient en notre soutien, y compris du point de vue logistique, quand le directeur d'un site hospitalier se met à avoir des kimonos de coiffeur, c'est pas risible, il se donne un mal de chien pour trouver des protections. Donc lui aussi, il est en support. Et tous l'ont fait. Et on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'on répondait le mieux. Et pour le déconfinement, il va falloir continuer à avoir une vision, non pas top-down, mais bottom-up. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir demander aux libéraux, aux centres de santé, aux maisons de santé, aux gens en ville, aux CPTS, vous les appelez comme vous voulez, comment ils peuvent prendre en charge les patients dans leur territoire. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit sur les moyens matériels, tests, médicaments, protection, ça les concerne. Maintenant, quasiment plus qu'à l'hôpital si on déconfine pour qu'on ne soit pas submergé et qu'eux ne soient pas submergés. Et comment on les aide? Comment l'hôpital met une ligne facilement disponible pour que le généraliste au sein de son réseau puisse avoir directement l'hôpital? Comment on fait pour qu'il ait de l'oxygène dans son cabinet? Enfin, il y a tout à repenser sans être coincé sur l'hôpital parce que c'est le même problème partout. J'ai peut-être été un peu confuse, mais voilà ce que je pense. Alors, pour remédier à tout cela, oui, la réquisition elle est indispensable. On réquisitionne les masques, il faut réquisitionner les blouses, et il faut mettre tout le monde au travail. Et je crois que les gens sont tout à fait désireux d'être au travail. C'est-à-dire que quand on contacte Petit Bateau, le slip français ou Éminence, c'est pas parce que j'ai l'esprit mal tourné que je pense qu'aux marques de slip, mais apparemment, il y a beaucoup d'usines textiles en France qui sont des marques de slip. Et quand on les contacte, eux, ils disent « Oui, ok, nous, on veut bien faire des blouses. » Donc, il n'y a même pas forcément à nationaliser. Il faut les réquisitionner. Il faut dire maintenant, votre production, c'est plus des slibards, c'est des surblouses. Mais ça, il faut une volonté, on va dire, d'ingérence et de centralisation, un peu tout en laissant le terrain exprimer ses besoins. Il faut que la centralisation soit en support du terrain. C'est compliqué à penser, ça. Et probablement, l'Allemagne a très bien fait, à la fois parce qu'il y a une réflexion centrale, mais une réflexion par Länder, où ils ont répondu localement aux besoins, et ils ont été demandés aux entreprises de faire les tests partout. Il faut à la fois, on va dire, un ministère de l'approvisionnement, du ravitaillement, qui centralise la demande et qui diversifie et qui s'adapte au terrain pour que, éventuellement, la CPTS du 13e arrondissement à côté de la Pitié ait des réponses qui ne sont pas les mêmes que le CMS de la Plaine-Saint-Denis. Donc, c'est compliqué, mais il faut le faire. Il faut que le gouvernement soit, ou que l'institution, il faut que le ministère soit dans une volonté d'apporter le soutien et de façon plus incisive. On n'attend pas une réponse du marché quand on fait la guerre, puisque les Allemands n'ont jamais employé ce terme, hein, parce que peut-être ils l'ont toujours perdu, je ne sais pas. Et quand on fait la guerre, on demande à ce que les industries fournissent les obus et on impose que les chaînes de production soient doublées. Et ça, c'est indispensable pour les protections, pour les masques, pour les surblouses, pour les gants, pour les médicaments. Il y a des médicaments qui sont en brevet polygras. On n'a pas besoin de l'autorisation pour que des firmes réquisitionnées montent leur chaîne.
Et pour les moyens humains, il faut impérativement qu'on obtienne un renfort pour la ville qui soit aidé, qui soit organisé. On peut avoir des équipes ville mais il faut les laisser. Anne Gervais, ça. Ceux qui n'ont. Ah, d'accord. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, on entend mieux, en fait. Ouais. En fait, quand on dépiste, il faudra isoler les patients qui sont mal logés. On commence à avoir d'ores et déjà plein d'histoires, de problèmes, de patients qu'on a laissés à domicile faire des petits clusters familiaux. Chez les mal logés, il faut trouver le moyen de bien loger les gens. Sinon, on pérennisera au déconfinement des clusters familiaux qui iront ensuite en ville, quand les gens retravailleront, disséminer la maladie. Il faudra avoir accès non seulement aux médicaments de prise en charge en ville et à l'hôpital, mais si des antiviraux arrivent, il faut se rendre compte qu'un antiviral efficace, ou un vaccin efficace, mais surtout un antiviral efficace, il y aura une demande mondiale telle que les règles du marché ne pourront pas s'appliquer. Il y a à avoir une volonté nationale qui vienne en support pour combattre la crise. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jean-Louis Perren, qui est syndicaliste, secrétaire de la CGT Sanofi, peut-être qui peut nous éclairer sur la situation en termes donc, de production de médicaments et ce qui se passe voilà, dans un grand groupe comme Sanofi français et comment est-ce qu'on peut, quel rôle ça peut jouer les salariés de cette entreprise et cette entreprise dans les réponses en termes de production pour préparer le déconfinement. Ouais. Déjà, pour commencer, je partage à 100% ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs, ça va permettre de réduire mon intervention. Alors, juste pour faire un petit dessin de ce qui se passe aujourd'hui dans Sanofi, hein. Les salariés qui peuvent être en télétravail sont en télétravail, les autres sont sur le front. Sanofi nous dit que les salariés de l'industrie pharma, c'est la seconde ligne. Donc voilà, on a plein de belles phrases comme ça. Par contre, il faut savoir que la seconde ligne, en ce moment, travaille par exemple pour des produits vétérinaires. Ça fait quand même poser des questions. Travaille aussi pour des produits qui ne sont pas considérés comme des produits d'intérêt thérapeutique majeur. On travaille sur des produits comme le zolpidem, en résumé, qui est une molécule qui aide les patients à mieux dormir. Donc, on peut se poser des questions là-dessus. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a des forces et de l'énergie qui est dépensée sur certains pôles, sur certains secteurs thérapeutiques, qui pour nous ne devraient pas être dépensés sur ces secteurs d'activité et devraient plutôt être aujourd'hui confinés pour garder de la réserve et de la main-d'œuvre en réserve. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que Sanofi a décidé de faire. Sanofi a décidé de produire tous ces médicaments en totalité et de ne pas ralentir ces productions. Pour nous, c'est un danger et il faut savoir que les seules mesures que l'on a jusqu'à présent en termes de mesures de sécurité, c'est ce qui se passe pour n'importe quelle personne qui habite sur le territoire en France et dans le monde, c'est la distanciation sociale et se laver régulièrement les mains. Je veux vous dire, pour nous, c'est un peu léger. On a maintenant la possibilité d'utiliser des masques, mais les salariés qui le souhaitent, pas tous. Voilà. C'est totalement catastrophique. En ce qui concerne les productions de médicaments, tout à l'heure, Anne parlait des curares, des corticos, des sédatifs. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir, et je dis bien, on a la chance d'avoir Sanofi et encore et que Sanofi a encore des sites de production en France et en Europe.
Alors je dis on a la chance, mais même c'est à la fois une chance, mais c'est aussi quelque part euh, quelque chose qui peut être gênant s'il n'y a pas de courage politique. C'est qu'à un moment donné, je l'ai entendu plusieurs fois le dire par Anne, mais à un moment donné, il faut un peu de courage politique et avoir la volonté d'orienter ces groupes privés. Parce qu'aujourd'hui, c'est les groupes privés qui décident des productions qu'ils vont mettre en œuvre sur leur site. Et pour nous, ça nous pose un problème. Ça devrait être à l'État et aux organismes de santé, aujourd'hui, de faire valoir leurs besoins et de demander à un groupe comme Sanofi de produire en fonction des besoins réels et pas produire en fonction des motivations économiques. Parce que quand vous avez un groupe comme Sanofi qui dépense de l'énergie à fabriquer des produits pour la société Myrial, c'est-à-dire des produits vétérinaires, c'est grave parce que quelque part, déjà, vous mettez un danger. Alors, c'est pas que j'aime pas les animaux, hein, bien au contraire, hein, mais quelque part, vous mettez en danger des salariés, vous faites prendre des risques aux salariés et à leurs familles, parce que les salariés rentrent chez eux aussi, hein, et à leurs familles pour fabriquer des produits de santé animale. C'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible. Aujourd'hui, on ne devrait être concentré concentrer notre production seulement pour les besoins actuels. C'est-à-dire que là où on a des risques de pénurie, ou là on est déjà en pénurie, on devrait nous, Sanofi, on devrait produire pour pallier à ces pénuries. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que l'on fait. Moi, quand j'entends qu'on va manquer de corticaux, ça me fait bondir. Parce qu'on a l'outil industriel pour les corticaux. On a même des usines qui ont fermé il y a quelques mois et qui savaient faire des corticaux. L'usine de Romainville, c'était spécialiste des corticaux, elle a fermé en décembre 2019. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Mais peut-être que les ateliers sont toujours là. Peut-être qu'il y a possibilité d'utiliser cet outil industriel qui va être démantelé. Enfin, j'espère qu'il n'a pas. Peut-être qu'il est déjà démantelé, mais ça m'étonnerait parce que la fermeture elle date de décembre 2019, donc il doit être encore en fonction. Mais voilà, on a la possibilité, je pense encore, de faire des choses. Quand vous pensez que vous avez une usine comme Famar, qui aujourd'hui est en redressement judiciaire et qui va certainement fermer, c'est catastrophique. Ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer, mais au-delà de dénoncer, va falloir demander, enfin, avoir un outil industriel comme on peut avoir Famar Lyon et laisser cet outil industriel démantelé, ça peut pas être, c'est pas audible, c'est pas normal. On ne peut pas avoir d'un côté des médecins qui nous disent on manque de curares, on manque de corticaux, on manque de sédatifs, et avoir un outil industriel qui va être dilapidé. Ça, on ne peut pas l'entendre. Après, il faut aussi combattre les communications des laboratoires pharmaceutiques. Là, on a un labo comme Sanofi qui profite, et je n'ai pas honte d'employer le terme profiter, et ça peut être enregistré et retranscrit comme ça. On a un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Sanofi qui profite de la situation de crise et du fait qu'on manque de principes actifs en disant, ben moi, j'ai la solution, je vais créer une société dans laquelle je vais mettre 30% de parts, dans laquelle je vais avoir 30% de parts pour rapatrier de l'activité qui est faite en Asie, pour la rapatrier en Europe. Donc, en gros, Sanofi devient le chevalier blanc et le sauveur de l'Europe en termes d'indépendance thérapeutique. Mais c'est juste de la com, parce que l'outil industriel est là déjà. Il y a juste la volonté de faire. Et c'est là où on a un réel problème. C'est qu'il faut arriver aussi à contrer cette communication. Parce que Sanofi n'a pas besoin de créer une nouvelle entité juridique pour rapatrier de l'activité. On a déjà l'outil industriel. Il suffit juste d'orienter ses productions, mais ça s'arrête là. Et ensuite, il y a d'autres choses, j'aurais d'autres choses à dire, mais il faut aussi prendre en considération, mais Pauline en parlera mieux que moi, mais certes, par exemple, Sanofi ne peut pas fabriquer, elle n'a pas le droit de fabriquer n'importe quelle molécule, parce qu'il y a des molécules qui sont encore sous brevet. Mais là aussi, il y a un certain courage politique à avoir. On a des leviers qu'on peut actionner en France pour faire tomber les brevets, pour faire tomber les propriétés industrielles. Aujourd'hui, l'État français a la possibilité de faire tomber les propriétés industrielles. La loi lui en donne la possibilité. Il a aussi la possibilité, légalement, de réquisitionner de l'outil industriel pour faire fabriquer ces produits-là.
C'est qu'une question de courage. Et souvent, moi, je fais souvent, avec Pauline, quand elle le partage sur Facebook ou sur Twitter, qu'elle fait certains tweets, souvent je reviens dessus en disant, mais c'est le courage politique. Et c'est vrai que c'est le courage politique qui manque. On a tous les moyens législatifs pour pas manquer. Il suffit juste de courage politique. C'est tout. Et ce courage politique-là, ben jusqu'à présent, il manque, quoi. Et pour en revenir à la création de cette fameuse entreprise, c'est scandaleux parce qu'en plus, Sanofi va avoir seulement 30% de part dans cette entreprise. Donc ça veut dire qu'en fait, elle est en train de se démanteler, Sanofi est en train de démanteler son outil industriel. En réalité, c'est ça. Parce que dans cette entreprise, elle va y mettre 6 sites de production européens. Donc des sites de production européens qui appartenaient à 100% à Sanofi ne vont appartenir, par la création de cette entreprise, ne vont appartenir à Sanofi qu'à hauteur de 30%. Et le reste, et le problème, c'est que les 70 restants, on ne sait toujours pas quels vont être les investissements pour les 70% restants. Est-ce que ça va être des fonds de pension, du style BlackRock? Est-ce que ça va être, et nous on le souhaiterait, des fonds français et européens, mais des fonds, quand je parle des fonds, que ce soit l'Europe et l'État français qui deviennent actionnaires de cette société, mais de vrais actionnaires, pas des actionnaires à 10%, ils ne pourront faire que subir, mais de vrais actionnaires. Est-ce que ça va être l'Europe et l'État français qui prendra la main sur cette entreprise? Ça, on ne le sait pas. Nous, c'est ce que l'on souhaiterait. Et ensuite, reste aussi une autre question, c'est qui va financer la relocalisation de ces fabrications? Parce qu'aujourd'hui, Sanofi a bien l'intention de se faire sponsoriser par les deniers publics, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Parce que le problème, il est là. Et quand vous regardez quand vous allez sur le site du LEM, il est bien précisé sur le site du LEM que pour relocaliser les productions, il va falloir que l'Europe et la France deviennent beaucoup plus attractives. Donc, quand le LEM vous dit qu'il faut que le territoire européen devienne plus attractif, ben, ça veut dire que socialement, il va falloir penser peut-être à réduire les cotisations sociales. En gros, que le coût de travail est bien trop élevé en France et que le coût environnemental est trop élevé aussi. Donc voilà, il y a que l'industrie pharmaceutique, c'est qu'un sujet, c'est qu'un grand sujet, quoi. Mais l'outil industriel, il faut arrêter il faut arrêter que la presse nous fasse croire qu'on n'a plus l'outil industriel, parce que c'est faux. Si on veut notre indépendance thérapeutique, on peut l'avoir, parce qu'on a l'outil industriel. Et nous dire que l'on dépend, qu'on ne peut rien faire parce qu'on dépend d'approvisionnements qui viennent de Chine et d'Asie, c'est faux, on peut faire, parce qu'on peut faire tomber les licences et on peut réquisitionner le matériel. Voilà, c'est tout. Et je ne vous parle pas de la recherche, hein, tous les axes thérapeutiques que Sanofi a pu laisser tomber, et le dernier en date, c'est tout tout ce qui est antibiotiques. Hein. Les antibiotiques, c'est le challenge des années à venir, hein, parce que comme là, on est obsédé par le virus, mais les bactéries, les antibiotiques, ça va être quelque chose aussi, dans quelques années. Et Sanofi a laissé tomber tout ce pan de recherche, et c'est scandaleux, parce qu'il a tout laissé à une société allemande. Alors ça reste en Europe encore, heureusement. Mais bon, on avait un vrai potentiel en termes de chercheurs dans ce domaine d'activité, et on a tout laissé tomber. En gros, aujourd'hui, Sanofi est intéressé que par une seule chose, c'est les biotechnologies, parce que c'est quelque chose qui est difficilement copiable. Et donc, qui dit difficilement copiable, dit que même le jour où le brevet tombe, mais comme personne n'arrivera à le copier, c'est toujours Sanofi qui aura la main dessus, quoi. Et c'est pour ça que tous les laboratoires pharmaceutiques se jettent corps et âme dans la biotechnologie, parce que c'est une source de revenus pour eux et une source de profit bien plus importante que tout ce qui émane de la synthèse, c'est-à-dire de pharmaceutique issus de la chimie ou de la biochimie. Voilà. Bref. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'aurais quelques petites demandes de précision, mais peut-être qu'on peut écouter Pauline Londex, donc membre de l'Observatoire l'Observatoire de la transparence des politiques du médicament. Et puis on reviendra, j'ai quelques points aussi
de précision à Anne Gervais. Pauline? Oui, donc bonjour. Donc merci beaucoup d'organiser cette audition. Donc voilà, ravie d'être là avec vous. Peut-être simplement pour, donc pas forcément pour répondre directement à tout ce qui a été dit par Jean-Louis et Anne qui ont déjà largement développé pas mal de choses. En fait, je voudrais reparler de la transparence et on voit à quel point aujourd'hui, là dans la crise actuelle, le manque de transparence, on paye très cher le manque de transparence dans les politiques du médicament et des diagnostics, etc. En fait, on se rend compte aujourd'hui pardon, je vais reprendre. Donc voilà, en fait, l'Observatoire a été créé en juin 2019 suite à l'adoption par l'Assemblée mondiale de la santé d'une résolution sur la transparence où les États membres de l'OMS avaient donc jugé que faire la lumière sur toute la chaîne d'approvisionnement du médicament, c'était absolument un enjeu de santé publique mondiale, à la fois pour les pays industrialisés, mais aussi pour les pays du Sud, pour des raisons d'accès et aussi de recherche et de développement. Et donc, dans cette résolution, on parle de l'importance de faire la transparence sur l'origine de la matière première, des principes actifs, du circuit de production du médicament, de la propriété intellectuelle, des brevets, etc. En fait, donc, nous, on a créé l'Observatoire en juin dans l'objectif de pousser le gouvernement français à rendre on va dire, des éléments de cette résolution qui n'étaient pas contraignantes, un peu contraignantes. C'est-à-dire, on s'est dit, on va voir comment la résolution est mise en œuvre au niveau français. Donc, comme vous le savez, on a proposé des amendements pendant le PLFSS sur la transparence, notamment des amendements sur la transparence des principes actifs, amendements qui ont été rejetés par la majorité, le rapporteur général du PLFSS et par le gouvernement. Donc bon, voilà, malheureusement, on aurait bien eu besoin de cette transparence maintenant, mais bon, tant pis. Bon, voilà, ça c'était juste une sorte de préambule. Maintenant, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que là, on fait face à des pénuries. On voit que la crise actuelle, la réponse du gouvernement sur le Covid, elle est uniquement dictée par les pénuries. L'interview de Jean-François Delfraissy hier à La Repubblica est très intéressant puisqu'il dit s'il n'y a pas de masque, c'est parce qu'on n'en a pas. Sinon, oui, il faudrait que tout le monde ait un masque. Les tests, c'est pareil. Il faudrait que tout le monde puisse être testé, mais bon, on n'a pas de tests. Donc, etc., etc. Donc, Jean-François Delfraissy reconnaît, je pense, à travers cette interview, que la politique du gouvernement pour répondre à la crise n'a été dictée que par la pénurie. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, donc, on est dans la crise actuelle. On a des tensions qui ont été développées par Anne. On a beaucoup de tensions. En fait, ce qui se passe sur le médicament, c'est qu'en fait, les stocks de médicaments de réanimation et les sédatifs, etc., sont donc vraiment, vraiment sous pression, sous tension. Par exemple, il y a une semaine, le stock de midazolam, qui est un sédatif très important, qui est utilisé donc en réanimation, mais aussi en soins palliatifs, était à 0,4 jours. Ça, c'était avant le week-end dernier. Et in extremis, un peu de nulle part, un stock est arrivé, envoyé par Mylan, qui est une firme américaine, enfin qui était hertzienne, mais qui est maintenant américaine, qui a été rachetée par Pfizer. Donc, arrivé de je ne sais où. Donc, au dernier moment, in extremis, ça a sauvé un peu. Donc, comme disait, je crois que c'est le professeur Rémi Salomon, on navigue vraiment à la petite semaine, quoi. On ne sait pas trop ce qui va arriver dans une semaine, dans 2 semaines, dans 10 jours. Donc, ça se traduit comment ? Dans les hôpitaux, ça se traduit, comme le disait très bien Anne, par donc, les services de réanimation. Donc, ces médicaments-là, on les garde pour les services de réanimation, mais on les retire des services de gériatrie et de soins palliatifs. Donc, quand le gouvernement dit qu'il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie sèche en service de réanimation. Mais en fait, ça cache ce qui se passe dans d'autres services où on remplace ces molécules par d'autres molécules qui ne sont pas idéales. Par exemple, dans un article du Figaro d'il y a une semaine, on pouvait lire donc, des déclarations de coordinateurs médicaux d'EHPAD qui disaient qu'ils n'arrivaient même plus à se procurer du Valium. Donc même ça, ils n'y arrivaient pas. Donc le Valium qui venait en remplacement de plusieurs autres sédatifs qui, eux, déjà étaient plus disponibles. Donc voilà, un peu pour dire, la pénurie, le gouvernement dit qu'elle n'est pas là, mais ça dépend en fait comment on regarde les choses. Parce que si on regarde les choses, là, la pénurie est d'une certaine façon déjà là. Quand les standards de soins sont gravement abaissés, quand certaines personnes ne peuvent plus avoir accès à certaines molécules essentielles dans la prise en charge de la douleur en soins palliatifs, c'est qu'il y a une pénurie. Même si on le remplace par une molécule qui
qui est quand même utile et qu'il y a quand même quelque chose en remplacement. Mais ça, Anne en parlerait mieux que moi. Voilà, je la laisse développer là-dessus si elle le souhaite. Mais donc voilà, je pense qu'il faut comprendre qu'on est déjà dans cette situation. Maintenant, je voudrais vraiment attirer l'attention sur ce qui me semble absolument essentiel. Là, on nous dit qu'on a atteint le plateau de l'épidémie ou le pic, etc. Sauf que là, une information essentielle est sortie donc là, ces derniers jours, notamment à travers Jean-François Delfraissy. On a des gros doutes sur l'immunité du virus. Donc ça, attention, parce que ça va être vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment l'alerte principale pour moi. C'est-à-dire que là, ce que ça veut dire, si on a des problèmes d'immunité, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres vagues du virus en France, mais aussi en Chine, en Corée, en Inde, dans d'autres pays. Enfin, l'Inde n'est pas encore arrivée à son pic. Mais ce que je veux dire, c'est que la production de médicaments qui a été interrompue pendant 2 mois en Chine peut à nouveau être interrompue s'il y a une nouvelle vague. Nos stocks en Europe ont vraiment été diminués par ce qui vient de se passer. Donc, si on ne les reconstitue pas de façon significative, on n'est pas prêt à une seconde vague. Donc ça, c'est sur l'aspect, les spécificités de ce virus. Il y a énormément de choses qu'on ignore encore sur l'immunité et il faut qu'on soit prêt. Là, on ne parle pas de court terme, on ne parle pas uniquement de 1, 2, 3 mois, on parle de 6 mois, 1 an. On sait déjà qu'on est parti pour quelque chose qui va durer dans la durée, qui va être très long, donc il faut qu'on soit prêt. Donc quand les entreprises du médicament nous disent non, mais ça prendrait 6 mois de réaffecter une ligne de production, déjà, nous, on a des pharmacologues qui nous disent non, en fait, ça peut prendre 1 mois de réaffecter certaines lignes de production. Mais en plus, la crise, elle va durer peut-être, je ne l'espère pas bien sûr, mais elle peut durer des mois et peut-être même 1, 2 ans, on ne sait pas. Donc ça, c'est déjà simplement pour les médicaments qui sont en alerte. Là, on a parlé de ces médicaments-là où les stocks étaient quasiment à vide. Mais il y a d'autres médicaments qui sont en alerte, il y en a beaucoup. Le fait que certaines firmes pharmaceutiques stoppent la production d'autres molécules pour produire celles-ci aussi peut occasionner des ruptures donc, sur les autres lignes de production. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aujourd'hui réfléchir à une planification publique des médicaments, donc pour planifier vraiment, voir ce qu'on va avoir besoin, anticiper et être prêt à répondre à ça. Donc par exemple, le gouvernement dit on ne pouvait pas anticiper parce que la demande de certaines molécules a été multipliée par, je ne sais plus le chiffre, mais c'est énorme. Peut-être, en effet, mais dans ce cas-là, très bien. Dans ce cas-là, c'est le moment de lancer une production publique, puisqu'il va y avoir des besoins en médicaments qui vont continuer d'augmenter. Et donc là, on ne parle que de médicaments, de la prise en charge de la douleur ou des antibiotiques, etc. Mais espérons qu'on trouve un vaccin, espérons qu'on trouve un traitement. Il faudra aussi produire. Et là, on ne parle pas de produire pour 40 millions de personnes comme le VIH, par exemple. On parle de produire pour des milliards de personnes. Donc, il faut aussi voir que la crise actuelle exige une production qui est du jamais vue en fait, en termes de production de médicaments au niveau mondial. Donc, on ne peut pas s'en sortir simplement en utilisant les outils qui existaient déjà. Il faut augmenter la capacité de production. Et comme on ne peut pas faire confiance aux entreprises du médicament pour décider des priorités thérapeutiques, puisque on le sait, l'industrie du médicament est basée sur la question de l'offre et la demande, donc elle va aussi produire ce qui l'intéresse financièrement. Donc c'est pour ça que l'État doit prendre la main et l'État doit mettre en place un pôle de production public, français mais aussi européen. Il faut aussi se coordonner au niveau européen, c'est essentiel. Et doit être en mesure à terme d'exporter vers des pays du Sud qui n'ont quasiment aucune capacité de production de médicaments aujourd'hui. Donc voilà, il faut mettre toutes ces choses en place maintenant. Et nous, quand on parle de réquisition et de production nationale publique maintenant, c'est parce que, c'est opérationnel, on n'a plus de temps à perdre. C'est-à-dire qu'ils nous disent oui, mais on fera ça après la crise, quand ce sera passé. Sauf qu'en fait, si on repousse constamment, on ne pourra jamais lancer les choses. Donc il faut que ce soit lancé maintenant, il faut que des décisions soient prises maintenant là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Anne pour compléter. J'avais justement, Anne Gervais, des demandes de précision sur un certain nombre de points. Quand vous parliez de
l'organisation à venir et la nécessité de partir du local et des besoins au niveau local, quel rôle des ARS il peut y avoir ou quel changement dans le fonctionnement peut-être des ARS doit-il y avoir pour pouvoir peut-être être plus efficace et est-ce que c'est à ce niveau-là peut jouer est un levier intéressant ou alors il faut voir vraiment de manière plus fine. Donc sur la question des ARS, de votre point de vue, quel pourrait être le rôle et l'articulation avec les cliniques privées, le travail avec les cliniques privées, puisqu'il y a eu un temps de latence pour la mobilisation des cliniques privées qui ont demandé à être réquisitionnées. Est-ce que vous avez des retours sur ça? Voilà, pour le moment. Et puis j'avais une question aussi pour Jean-Louis Perret, mais Anne. Ok, alors, plusieurs choses juste avant de répondre à vos questions. Un petit truc. Pauline parle d'or. Et tout ce qu'elle dit sur le médicament peut être dit sur les moyens de production, de protection et de protection, et sur les tests. Tout ça doit être une indépendance dans la production qui permet de répondre aux besoins. C'est vrai pour les différents domaines. Ce n'est pas que le médicament. Ce qu'elle a décrit pour le médicament est applicable pour l'industrie textile et la protection, est applicable pour la biopharma, pour les tests. Donc, tout peut être pensé de la même façon avec un ministère de l'approvisionnement. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Marc Page. Il a raison. Il faut un ministère de l'approvisionnement. Et la deuxième chose que je vais dire sur ce qu'elle a dit, c'est que oui, les recommandations actuelles médicales et scientifiques suivent la pénurie sur les tests et sur les protections, c'est sûr. En pratique, dans les services, sur l'emploi des médicaments pour prévenir l'assèchement complet, comme l'a dit Pauline, on a basculé vers la réanimation, la priorité sur certains médicaments, et on recommande d'en employer d'autres, ce qui n'est pas optimal. Donc, on est dans un cercle vicieux où on dit, mais regardez, les scientifiques, en fait, ils ne recommandent pas que tout le monde porte des masques. Alors que du côté médical, la réponse est, on est raisonnable, on essaye de s'adapter au moins pire, on ne fait pas mieux, mais on fait le moins pire, donc on souhaite que les masques FFP2 soient une évaluation pour les kinés qui font de la kiné respiratoire, mais en fait, tout le monde devrait en porter dans un service Covid, c'est évident. Et il faudrait que tous les Français aient des masques. Anne, excusez-moi, est-ce que vous pourriez débrancher la vidéo? Parce que je crois que ça passe vraiment mieux s'il y a juste l'audio, en fait. Enfin, ok. Alors, je débranche. Juste la vidéo. Est-ce que oui, il y a moins de friture sur la ligne, oui. On voit que ok, ça marche maintenant. Non, là, c'est rebranché. Il faut juste cliquer dessus. Arrêter la vidéo. Voilà. Ça marche, là? Oui, parfait. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que les recos suivent la pénurie et que, comme on est des gens pragmatiques et qu'on va tout de suite répondre au pire, on s'adapte au pire et on nous dit « Ah, mais regardez, les scientifiques disent qu'en fait, on fait porter la responsabilité sur les médecins, sur les experts scientifiques qui ont le dos large dans cette affaire, parce qu'effectivement, l'optimal n'est pas ce qui est recommandé maintenant. Et donc, il faut arriver vite à l'optimal pour éviter la catastrophe. La deuxième chose, c'est pour répondre aux questions de Daniel Obono. Je crois que l'endroit le plus crucial, c'est la communauté, si je puis dire, c'est le local municipal qui voit les gens chez eux, qui voit les logements, qui peut avoir un lien avec l'ARS, évidemment, mais l'ARS, ils sont très loin du local. Ils peuvent venir en soutien, comme les directeurs d'hôpitaux
sont venus en soutien des soignants. Mais ça n'est pas l'ARS qui peut guider. Je crois vraiment que c'est au plus près du terrain. Au plus près du terrain, c'est les soignants, c'est les sociaux, les éducs sociaux dans les établissements médico-sociaux, c'est les élus locaux qui ont un rôle à jouer majeur pour savoir quel service public est à maintenir, comment on organise le ravitaillement au plus près du terrain. Ça, c'est, à mon sens, l'ARS est devenu un peu… D'abord, ils ne sont pas très nombreux, je le redis, et ils peuvent aider, mais je ne suis pas sûre qu'ils puissent faire plus. Mais peut-être je me trompe. Hein. Et le dernier point sur les cliniques privées, ça a fait peur, le Covid, et ça continue à faire peur. Ça perturbe complètement le fonctionnement de l'hôpital. Et donc, effectivement, les cliniques privées vont s'en dégager le plus possible, et dans les échos que j'ai, ils commencent à s'en dégager et à rediriger vers l'hôpital public qui, peu à peu, a moins de patients, les patients Covid. Jusque-là, ce n'est pas ça qui me dérange. Finalement, si on s'occupe largement des patients Covid, qu'on a la compétence et les moyens, il n'y a pas de souci. Le problème est de ne pas se dire on continue comme avant, avoir des cliniques privées qui font du profit sur des actes rentables. Vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets. En d'autres termes, il y a des pathologies profitables, poser des stents, faire des interventions chirurgicales réglées, programmées, standardisées, c'est quelque chose de rentable à l'ère de la T2A. Si on garde la T2A pour l'hôpital public qui fait du Covid, pour la clinique privée qui fait de la cataracte, c'est la fin de la prise en charge sanitaire en France. Il n'y aura plus d'hôpital qui va s'en tirer. Et par ailleurs, il faut répondre tout de suite à l'effort majeur qu'ont apporté tous les soignants qui se sont donné un mal de chien pour changer leur exercice pour être présents. Ce n'est pas une petite prime qu'il faut, c'est un plan de revalorisation globale. Je suis désolée d'avoir l'air catégoriel, mais si on repense le financement de l'hôpital, on intègre ça. Ce n'est pas possible de ne pas le faire. Donc, il faut aussi traiter du mode de financement de l'hôpital. Si on s'installe sur 1 ou 2 ans, on se rend bien compte qu'il va falloir apporter des financements d'une autre façon qu'avec la T2A pour le MCO, le médecine chirurgie obstétrique. Voilà. Oui, merci. J'avais juste un petit point de rebond là-dessus. J'ai perdu ma note. Bon, ça va revenir. Jean-Louis Perel, est-ce que vous pourriez nous préciser ou alors nous envoyer ultérieurement peut-être des indications sur aujourd'hui les capacités de production de Sanofi en France, qu'on ait un peu une idée un peu de, voilà, ça veut dire quoi Sanofi, quel est le maillage sur le territoire, et aujourd'hui, qu'est-ce que ce que vous avez beaucoup insisté en fait sur les capacités industrielles qui existent, donc pour avoir une idée un peu plus claire de la structure un peu de cette industrie pharmaceutique française, et en plus de Sanofi, s'il y a d'autres, enfin les autres industriels français ou présents sur les territoires qu'on peut réquisitionner, qui pourraient être en renfort de la mobilisation productive sur ces points. Et la dimension, juste un point que vous avez soulevé, la question des risques environnementaux sur la production pharmaceutique, puisque c'est aussi un enjeu de notre point de vue sur le déconfinement, et comment on change en fait quand même la manière de produire à travers ça, en fait, à travers les restructurations dont on pense qu'elles sont nécessaires dès maintenant, pour ne pas avoir une surpollution environnementale en sortant de la crise sanitaire. Ouais. Bon, déjà, on va essayer pour répondre rapidement à la question environnementale. Je crois qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets au même moment.
euh, on est capable de produire proprement. Alors, proprement, ça ne veut pas dire sans faire, c'est pas sans zéro risque et sans zéro dégâts, hein. Mais on est capable de faire de la chimie propre. Parce que bien souvent, quand on parle de médicaments, ben, on parle de chimie. Les gens l'ignorent souvent, mais c'est la réalité. La plupart de nos médicaments sont issus de la chimie. Donc, on est capable de faire de la chimie propre. Après, c'est certainement qu'il va y avoir des règles à faire évoluer et tout. Mais là, aujourd'hui, dire le- le- comment dire, l'obligation première, c'est de sortir des médicaments, de les produire. Donc là, on revient sur les capacités de production qu'on peut avoir en France. Il faut savoir que Sanofi Chimie, c'est-à-dire la société qui appartient à 100% à Sanofi et qui produit les médicaments, c'est le leader européen de la chimie fine. Donc ça vous donne déjà une idée des capacités de production qu'on peut avoir. Si on regarde qu'au niveau de la France, on a 4 gros sites de production. On a sur Elbeuf, je parle que pour Sanofi, hein. Sur Elbeuf, là on est sur la partie biochimie, fermentation, biochimie. Donc il y a un site sur Elbeuf, il y a un site sur Vertolaye en Auvergne. Eux sont spécialisés dans la chimie et notamment sont des grands spécialistes des corticoïdes. Nous avons aussi 2 gros sites de chimie, et là purement de chimie fine, sur Aramon et sur Sisteron. Pour vous donner une idée, c'est des sites sur lesquels il y a environ entre 600 et 800 salariés sur chaque site. Alors après, c'est difficile de parler en termes de capacité de production réelle en volume, parce que ça dépend les synthèses. Chaque médicament n'a pas besoin des mêmes volumes de production, donc c'est un peu difficile. Mais si on veut réfléchir à une capacité d'axe thérapeutique, ne serait-ce qu'en France, on peut gérer tous les axes thérapeutiques. On a les connaissances et les compétences pour fabriquer n'importe quel médicament. Fabriquer un produit chimique, c'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir la recette. Une fois que vous connaissez la recette, vous adaptez l'outil aux recettes. Donc, une fois que vous connaissez la recette et que vous avez la capacité d'adapter l'outil, vous êtes capable de produire un médicament. Alors, ça paraît un peu réducteur dit comme ça, mais c'est la réalité. Et adapter l'outil, ça veut dire que si vous devez l'adapter, c'est que vous ne l'avez pas. Mais pour l'adapter, il suffit d'avoir des moyens financiers. Et je pense qu'un groupe comme Sanofi qui est capable de donner 4 milliards de dividendes à ses actionnaires, ou de prendre 2 milliards d'euros pour détruire ses propres actions, il est capable d'investir dans son outil industriel. Donc voilà. Donc la capacité économique, le groupe Sanofi a, la capacité industrielle, il a. Alors c'est vrai que comme le disait Pauline, là aujourd'hui, il faut aussi sortir de nos frontières et l'enjeu c'est de soigner la planète aussi. C'est-à-dire de donner accès aux médicaments à la planète et à tous les citoyens de cette planète. Donc il va falloir sortir aussi peut-être des frontières de l'Hexagone et même voir des frontières de l'Europe. Il va falloir qu'il y ait une entente globale, mondiale, hein. À un moment donné, on ne peut pas se passer son temps non plus pour être un peu réducteur. On ne peut pas se passer son temps à se tirer la bourre entre pays, quoi. À un moment donné, la concurrence, c'est bien, c'est certainement vecteur de beaucoup de progrès, mais ça a aussi ses limites. Et là, on est peut-être en train de voir aussi les limites de cette mise en concurrence de nos sociétés en général, de nos groupes pharmaceutiques ou d'autres entreprises, hein. La concurrence, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'elle soit au minimum, au minimum régulée, on va dire. Si on peut réguler la concurrence, je ne sais pas encore, ça c'est encore un autre sujet. C'est ceux qui nous parlent de capitalisme régulé. Moi, j'y crois pas trop parce qu'après, c'est plus du capitalisme, ça devient autre chose, mais c'est plus du capitalisme. Bref, tout ça pour dire que, voilà, en termes de capacité de production, il y a les moyens de faire et il y a les compétences. Encore une fois, mais c'est qu'une question de courage politique. Après, effectivement, il n'y a pas que Sanofi, hein.
Il y a aussi pas mal de façonniers en France. Et après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, on parle de l'industrie pharmaceutique, mais encore une fois, l'industrie pharmaceutique, c'est bien souvent de la chimie. Et des cycles de chimie en France, on en a aussi. Peut-être qu'il suffirait de réquisitionner certaines capacités de production chimique pour faire demain des médicaments à l'intérieur de ces capacités. Ça, c'est possible. Il y a encore une vingtaine d'années, en France, on était capable de fabriquer du paracétamol. Aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. Mais l'outil industriel existe, hein. Le dernier site qui fabriquait du paracétamol, c'était un site de Rodia, qui se trouve dans la vallée du Rhône, à Péage-Roussillon. Il fabriquait des milliers de tonnes de paracétamol. On alimentait la planète entière. Bon, du jour au lendemain, pour des questions de profitabilité, il a fallu aller produire en Chine. Mais et il n'y a que 10-15 ans qu'on fabrique plus de paracétamol. Donc la compétence, on l'a encore. Le savoir-faire, il n'a pas disparu. Puis franchement, fabriquer du paracétamol, je ne veux pas être méchant, mais d'ailleurs c'est la vérité, mais le premier Chinois dans son garage, il est capable de fabriquer du paracétamol. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Il y a des médicaments, ils pourraient être presque distribués gratuitement aujourd'hui parce qu'ils ne coûtent absolument rien à faire. Moi, j'ai des exemples de médicaments. Si je prends l'exemple du Plavix, par exemple, alors ça, peut-être qu'il ne faudra pas que ça passe. Parce qu'après, je vais me faire accuser de lâcher des. Parce qu'on va me dire après, ouais, mais il ne faut pas le dire parce que on ne va plus pouvoir vendre notre médicament aussi cher. Mais Ok, non, mais c'est la réalité. ouais. Mais si on prend l'exemple du Plavix, moi je travaille sur le site de Sisteron dans les Alpes d'Haute-Provence. Sorti du site, il est à 176 € le kilo. C'est-à-dire, il coûte à produire 176 € le kilo. Une boîte de Plavix, je crois que c'est 200 mg, 30 comprimés. C'est 200 mg le comprimé, il y a 30 mg dans le comprimé, il y a 30 mg de principe actif dans le comprimé. Pharmacie, je crois qu'il est à 30 ou 40 €. Pas le kilo, hein, mais la boîte. Ramenez le prix au kilo, puis vous allez être à 4 ou 5 000 € le kilo, quoi. Alors qu'à fabriquer, coût de production, c'est-à-dire ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, en fait, quand Sanofi dit voilà, les productions sont parties en Asie, c'est pour économiser cette partie-là, en fait, la partie production pour principe actif. Mais au final, sur le volume, vous avez l'économie, elle n'y est pas, en fait, elle n'existe pas, vous ne la retrouvez plus. Quand vous fabriquez en France pour 176 € le kilo et que vous revendez en pharmacie, alors ce n'est pas Sanofi directement, mais qu'en pharmacie, vous revendiez votre produit, il est revendu à 5 ou 6 000 € le kilo, c'est pas en allant faire fabriquer en Asie la partie qui revient à 176 € que vous allez économiser de l'argent. C'est faux. De façon macro, vous économisez pas. Après, oui, comme chaque groupe essaie de faire des économies dans toutes ses activités et qu'elle regarde au microscope toutes les dépenses, ben, chaque petite économie est bonne à faire. Mais au global, de façon macro, en allant faire la fabrication de votre principe actif ailleurs dans un pays comme le poste, quand vous dites que vous faites des économies, oui, vous en faites, mais au niveau global, en réalité, vous ne faites pas grand-chose. Et vous mettez en danger, l'indépendance thérapeutique par exemple, aujourd'hui, si on regarde de la France, vous mettez en danger l'indépendance thérapeutique de la France pour rien, en fait, pour des économies de bouche-chandelle. Et c'est ça qu'il faut arriver à démontrer. Alors, c'est vrai qu'on a du mal parce que c'est des chiffres qu'on n'arrive pas à avoir. Même nous, on est dans la boîte, bon, honnêtement, c'est 176 € le kilo. Je suis tombé dessus parce que j'ai ramassé un papier dans la poubelle, qui n'aurait jamais dû être dans la poubelle d'ailleurs. Et c'est comme ça que je l'ai su. Mais vous n'avez aucun laboratoire pharmaceutique qui va vous dire, moi, mon médicament à fabriquer, le principe actif, ça me coûte tant. Aucun vous le dira. Aucun. Alors après, voilà, quand vous avez affaire au labo, ils vous disent oui, mais la recherche. Ouais, la recherche. Je prends encore l'exemple du Plavix. Plavix, ça a été 500 millions d'euros les frais de recherche. On l'a vendu pendant 20 ans sous licence. Et aujourd'hui, il est à 30 ou 40 € la boîte.
mais à l'époque où il était sous licence, c'est pas génériqué, on le retrouvait quasiment à 80 $ aux États-Unis. Donc vous imaginez, sur le nombre d'années, les 500 millions d'euros de recherche, mais il y a longtemps que ces 500 millions d'euros ont été amortis, quoi, et réinvestis sûrement ailleurs, et à hauteur de plusieurs milliards sûrement, j'espère. Et surtout, malheureusement, réinvestis dans les dividendes et dans les rachats d'actions. Parce que c'est ça aussi, souvent on nous parle du coût du travail, mais le coût du capital, on ne veut jamais en parler. Et dans l'industrie pharma, alors là, c'est un tabou. Quand vous reparlez, vous leur dites, mais le coût du capital, non, mais ça n'existe pas, le coût du capital. Sauf que voilà, vous avez des groupes qui sont capables de travailler, qui sont capables de prendre des milliards d'euros, de racheter leurs actions, de les détruire. Et puis, il y a tout un tas de choses qui. Voilà, en fait, c'est une industrie qui n'a rien à faire entre les mains du privé. La santé, c'est un bien pour l'humanité et ça devrait être entre les mains de l'humanité, pas entre les mains de privé. Voilà. Parce que enfin, nous, en tant que travailleurs de l'industrie du médicament, notre objectif, c'est de soigner, enfin, que des patients puissent avoir accès aux soins, quoi. Et le maximum de patients, c'est pas de faire en sorte que les actionnaires, à la fin de l'année, puissent compter leurs bénéfices et se partager les dividendes. C'est pas ça le but de l'industrie pharmaceutique. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que c'est ça, et on le voit pendant cette crise, encore une fois, manquer de curares, de sédatifs et fabriquer des produits pour l'industrie animale, moi, je suis désolé, mais c'est totalement désolant. C'est pas normal. On ne peut pas avoir des services à l'hôpital qui fassent le choix de certaines thérapies parce que il y a certains médicaments qui sont partis dans d'autres services où on en a le plus besoin. Et puis nous, de notre côté, avoir des capacités de production, de l'énergie dépensée pour la santé animale. Bien que j'ai rien contre les animaux, encore une fois, mais à un moment donné, il faut voir où sont les priorités. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de faire. Enfin, le groupe ne fait pas ces priorités-là parce qu'il a aussi un intérêt économique et surtout un intérêt économique. Et c'est là où l'État devrait intervenir et dire là, ça suffit. Maintenant, moi, j'ai besoin de ça, tu vas me fabriquer ça. Après, je ne sais pas, il y avait une autre question, mais je ne sais plus laquelle c'était. Non, si c'était ça, vous avez donné des idées sur le maillage du territoire. J'avais pour Anne Gervais un point, si elle pouvait développer en quelques instants. On a encore, je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps, on peut avoir encore une bonne dizaine de minutes. Sur la question du recrutement, en fait, des besoins en termes de recrutement. Vous parliez du ratio nécessaire. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus, peut-être donner là aussi des idées un ordre de grandeur? Et le deuxième point là-dessus, c'est quel rôle peuvent jouer les citoyens, en fait, là-dessus, parce qu'il y a le rôle des soignants, de l'ensemble des personnels hospitaliers, ce que vous avez développé sur la médecine de ville, les centres sociaux, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une place pour les citoyens dans cette mobilisation sanitaire, au-delà d'appliquer les gestes barrières, etc., mais en soutien, parce qu'on voit bien que dans tous les domaines, pour la production de protection, etc., il y a des salariés, il y a les industries, il y a tous les services à mettre en œuvre, et donc il va y avoir besoin de beaucoup de gens et de former aussi beaucoup de gens. Et au niveau sanitaire, là, la réserve a été mobilisée. Il y a les étudiants infirmiers et d'autres secteurs. Mais voilà, il y a aussi le reste de la population qui peut peut-être aussi jouer un rôle. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, absolument. Alors, d'abord, je vais traiter les ratios, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'adaptation personnelle capacitaire. Ça, c'est le jargon administratif pour dire qu'on a décidé à la PHP d'avoir une infirmière pour 12 patients, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce que l'Agence nationale d'appui à la performance recommande, qui est une infirmière pour 14 patients. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt, enfin,
Quand on regarde là où il y a des recommandations générales, par exemple l'État de Californie ou certains pays scandinaves, on est plutôt à 1 pour 6, 1 pour 8. Ça, c'est en général et hors Covid. Le jour où vous avez le Covid, vous avez, comme je vous dis, du temps soignant alourdi par les procédures de protection, par le fait que les patients sont graves dans les services. Je veux dire que c'est vrai qu'on ne passe pas tous les patients en réa et que malgré tout, on tire d'affaire plein de patients. Et pour ça, ça veut dire une surveillance de tous les instants, ça veut dire aller voir l'oxygène, le baisser, le monter, aider dans les gestes du quotidien pour les soignants, les aides-soignantes. Donc, c'est une charge en soins qui est encore bien supérieure. Donc, si vous calculez, pour répondre à votre question, ce qu'il faudrait en plus comme personnel, pour passer de 1 pour 12 ou 1 pour 14, certains croient en France, à 1 pour 8 pour être raisonnable, voire 1 pour 6 en période de Covid, il faut quasiment 30% au minimum de paramédicaux en plus. Donc c'est énorme. On a 200 000 infirmières hospitalières, il en faut 30% en plus, 60 000, 50 000 en plus. J'ai pas de recette miracle, mais effectivement, on s'est rendu compte que, on a quand même plein d'infirmières qui se barrent de l'hôpital parce que c'est un cercle vicieux. Comme il y a une charge en soins intense, qu'on est mal payé, ça devient insupportable. Si on était plus nombreux, probablement les filles resteraient plus à l'hôpital. Quand on est content du travail qu'on produit, on est content de poursuivre au sein des équipes et d'y rester. J'ai quand même des infirmières qui sont parties, pas forcément faire soignant en ville, qui sont parties pour être agents immobiliers. Je veux dire, ça, c'est pas logique de perdre de la qualité de travail. J'ai rien contre les agents immobiliers. On n'a peut-être pas besoin de former des infirmières 2 ans, 3 ans, 4 ans pour avoir des compétences spécifiques, voire 5 ou 6, et les voir faire autre chose. C'est du gâchis social. Donc, on doit augmenter les ratios de personnel encore plus en période de Covid. Donc, il faut recruter de façon massive dans les hôpitaux, c'est absolument évident. Alors, comment faire? Alors, oui, il faut empêcher les gens de partir. Déjà, ça permet d'augmenter les ratios. Et deuxièmement, il faut donner envie aux jeunes de rester. Au moment où il y a un enthousiasme et un engagement pour la cause, ils y vont, les jeunes. On a des externes en médecine qui se mettent à faire brancardier, aide-soignante après une formation et qui s'engagent de façon volontaire. Et c'est vrai que nos élèves infirmiers et infirmières ne restent pas forcément à l'hôpital public alors qu'on en aurait vraiment besoin. Donc, oui, il y a les étudiants, c'est des formations qui permettent de renflouer. Il y a un plan à faire sur plusieurs années pour renflouer les effectifs. Et d'ores et déjà, je suis inquiète au déconfinement quand nos patients qui ont plus attendu, les patients chroniques que je suivais, ils existent toujours. Probablement, ils ne sont pas revenus aussi rapidement qu'ils revenaient avant à l'hôpital quand ils avaient des aggravations de leur état. Ils vont revenir plus graves et on aura moins de personnel parce qu'il faudra en laisser en Covid. Il y en aura encore moins dans les services non Covid. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, les citoyens ont une place fondamentale. Moi, mon fiston qui est âgé de 21 ans, enfin j'en ai plusieurs, mais celui-là en tout cas, a décidé, puisqu'il n'avait rien à faire, de participer sur la plateforme bénévole de la paix au truc de suivi Covidom. On n'a pas besoin d'être docteur, il y a plusieurs tâches. Donc il y a pas mal de tâches à l'hôpital où on pourrait avoir de l'aide citoyenne, c'est évident. Et je pense qu'en ville, c'est pareil. Le rapport aux autres dans le soin est quelque chose d'important et n'est pas forcément médical, technique. Donc ça, évidemment, recruter les citoyens pour ça, je pense que ça, en plus, ça recrée du lien social et un ciment républicain qui est tout à fait heureux. Et le dernier point que je voulais dire, c'est qu'on peut libérer du temps médical, en tout cas pour les soignants, je crois aussi, quand on enlève le boulot à la con. Le boulot à la con, c'est remplir les indicateurs à la con pour des évaluations à la con. C'est important d'évaluer, c'est important de s'auto-évaluer,
mais c'est important de ne pas travailler pour l'évaluation, parce que là, on en est à travailler, à prouver qu'on travaille. Vous voyez ce que je veux dire? On ne travaille pas pour travailler. Quand on se met à dire « mais je ne comprends pas, tu as fait plein de consultations par téléphone, tu ne l'as pas codé ». Donc, on ne pourra pas payer l'hôpital pour ces consultations par téléphone. Moi, j'ai la charge d'une cohorte de patients cirrhotiques. J'essaye qu'ils ne viennent pas à l'hôpital, j'essaye de régler par téléphone. Et je ne vais pas perdre du temps à coder, savoir combien de coups de téléphone j'ai passé. Non. Et c'est pareil sur actuellement le codage pour les hospitalisations Covid, ça n'a juste aucun sens. Donc, il y a toute une part de travail soignant qui n'est pas consacrée à faire du soin, qu'on pourrait récupérer pour faire effectivement du soin. Mais je n'ai pas la recette miracle non plus, hein. Ça ne sera pas facile. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci, c'était très clair. Pauline Landex, est-ce que vous voulez rajouter un point ou deux? Oui, pourquoi pas sur les tests. Non, en effet, alors Anne disait que bien sûr, ce que j'avais dit sur les médicaments s'appliquait aux autres domaines. Je pense que sur les tests, sur tous les domaines, c'est évident, mais sur les tests, il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs firmes donc, qui sont vraiment les leaders du marché mondial. On a Biomérieux, qui est une des 3 ou 4 firmes. Il y a 4 firmes aujourd'hui qui se partagent le marché mondial du diagnostic. C'est Abbott, Roche, d'ailleurs, qui maintenant sont fusionnés à moitié sur le Covid. Enfin, en tout cas, on passait un accord sur le Covid. Biomérieux et Thermo Fisher. Donc, aujourd'hui, en France, on a un des leaders du secteur. Et on se demande quand même comment c'est possible qu'on n'ait pas réussi à fournir des tests, des réactifs en quantité plus importante pour pratiquer donc les tests PCR. Donc, on nous a dit là-dessus que c'était une question de matière première de réactifs, sauf que ce n'est pas extrêmement clair. Là non plus, on nous dit qu'on est dépendant de d'autres pays pour produire cette matière première, mais en fait, on n'est pas dépendant d'autres pays. C'est également un choix politique. On peut produire cette matière première en France, donc on aurait aussi les moyens, les outils, etc. Ce n'est pas si compliqué. Et vraiment pour aussi aller dans le sens de tout ce que Jean-Louis a pu dire, là, les molécules dont on parle, qui sont en tension et les réactifs pour les diagnostics, c'est pas des choses extrêmement compliquées à produire. Donc, quand on prétend, comme la France, vouloir devenir l'expert de l'innovation biomédicale, des thérapies géniques, si on n'arrive même plus à produire du paracétamol ou des réactifs pour des tests PCR, mais on est vraiment très loin du compte. Donc, en fait, c'est ça qui est un peu surprenant dans cette crise. Parce qu'à longueur d'année, on entend que notre pays est un des leaders du secteur pharmaceutique ou de l'industrie biomédicale. Et en pleine crise, en fait, on se demande où les industriels sont pour augmenter leur capacité de production et pour répondre aux besoins, voilà, tout ce qui a pu être dit par Jean-Louis. Voilà, donc peut-être c'était juste pour ajouter ce point-là. Merci beaucoup sur la question des textes. On a invité Alexandre Mérieux, oui, c'est Mérieux, pour avoir un peu de retour d'un industriel sur la question. Ils n'ont pas répondu à l'invitation, mais on leur a envoyé un questionnaire pour avoir un peu des précisions justement sur leur capacité de production et sur leur stratégie actuellement et ce qu'ils étaient en mesure de produire. Et effectivement, c'est un sujet, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais les tests et la nécessité d'un dépistage massif, en tout cas de notre point de vue, c'est crucial en fait. Et du point de vue de beaucoup d'observateurs, observatrices, experts et expertes, c'est la condition un peu sine qua non pour un déconfinement et puis pour un suivi et un traitement du virus. Et pour couper la voie au virus, il faut savoir où il est, quoi. Donc voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez vraiment abordé tous les points qu'on souhaitait discuter. Si on a des réinterrogations, on se permettra de vous recontacter pour demander des précisions. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le travail que vous faites, chacune dans votre domaine, qui est absolument indispensable, extrêmement précieux. Je sais qu'en tant que parlementaire pour la première fois, je me rends compte à quel point le travail des associations, des collectifs, des professionnels sur le terrain, c'est ça qui fait la matière de
de notre travail à nous, et sans quoi on ne pourrait pas, quoi. Il y a une somme de connaissances absolument gigantesque, et voilà, c'est vraiment de l'intelligence collective, et dans des moments comme ceux-ci, on se rend compte à quel point cette intelligence collective des salariés, des professionnels, des experts est cruciale, et voilà, c'est notre plus grande richesse, je crois, et voilà, on va essayer d'être à la hauteur de tout ça. Merci à vous, bon courage là où vous êtes confinés, bon courage pour vous qui êtes sur le front, Anne Gervais, et puis à bientôt, puisque je crois qu'on va continuer à avoir ces échanges, ces débats dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, j'espère. Nous, on va faire en sorte de continuer à les avoir en tous les cas. On vous fera parvenir la vidéo avec les petits montages nécessaires et le rapport qu'on va rendre public par la suite. Et donc, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe et à bientôt. Daniel, maybe, pardon, avant de se quitter, juste pour vous remercier beaucoup d'avoir soutenu les amendements qu'on avait proposés sur la participation des usagers, de la société civile, etc., qui ont malheureusement été rejetés. Donc, également, merci d'avoir posé des questions au gouvernement sur les tests. Voilà, donc, au moment où vous avez eu un problème de connexion tout à l'heure, je disais à votre équipe que vraiment merci pour le travail que vous faites, vous, LFI, enfin, dans cette crise, on vous entend et c'est essentiel, sinon ce serait un problème supplémentaire d'avoir aucun relais à l'Assemblée, voilà, donc merci beaucoup. De rien, ça fait partie du travail. En tout cas, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.